Voilà, donc bonjour à tous. On va patienter encore quelques minutes. On a 2 petites minutes d'avance là pour lancer ce webinaire aujourd'hui. On va se mettre en pause et on va attendre 11 heures. Tiens. Sandrine, Jacques, dédicace. Allez, on va attendre une petite minute de plus. Je pense que là, le rappel de l'événement a été lancé. On va pouvoir démarrer sous peu. Ah, tout le monde se connecte. Super. Allez, je vous propose qu'on démarre maintenant. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire dont le thème est « Si votre chariot de picking était 4.0 ». Donc moi, c'est Anaïs, je serai votre présentatrice là tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Soit on y répondra au fur et à mesure si la question colle avec le sujet traité, soit on y répondra à la fin dans un petit temps d'échange. Donc avec moi aujourd'hui pour animer ce webinaire, participer à ce webinaire, on a donc Antoine Imhoff, président CEO de Citaci, et Christophe Chastel, président CEO de Signature One. Donc, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, en commençant par Antoine. Ah, ok. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour ce temps sur les chariots 4.0. Donc, je suis Antoine. Moi, je dirige Citaci, qui est éditeur de la plateforme WMS Ego, qu'on déploie en France et dans pas mal de pays en Europe maintenant. On est situé sur l'ouest de la France et puis on intervient sur toutes les dimensions de l'entreposage. Il y a dossier à Citaci, nous avons une activité de conseil qui s'appelle OGE Consulting. Voilà. Je le précise dans tous les webinaires, mais le webinaire est en format table ronde. Donc, surtout si pendant ce webinaire, vous avez des questions, des interrogations et que vous voulez qu'on creuse en détail ces sujets, Christophe et moi, on est disponible après le webinaire. On a sur notre site, côté Citaci, un espace dédié à cet effet qui s'appelle le rendez-vous conseil. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus de manière à ce que si vous avez des sujets ou des questions sur le chariot 4.0 et son imbrication avec le WMS, on puisse creuser votre contexte particulier, car malgré nos efforts, on n'arrivera peut-être pas à toucher toute la diversité des cas qui sont dans notre tour de table. C'est clair. Eh bien, pour ce qui me concerne, donc, je suis Christophe Chastel, je suis le dirigeant donc, de Signature, entreprise qui est basée à Saint-Étienne et puis qui a également des bureaux à Paris. Notre métier historique, c'est de développer des solutions Pick to Light. On a commencé, il y aura bientôt 30 ans, on fêtera les 30 ans l'année prochaine des solutions Pick to Light Signature. Et l'entreprise a par la suite évolué dans une logique d'intégration verticale et fait aujourd'hui des outils de production comme les chariots 4.0 dont on va parler, mais également d'autres outils comme des murs d'éclatement, des tables de colisage qui intègrent toutes sortes de solutions. Voilà, donc on développe toute une gamme de solutions pour la logistique. Voilà. Ok, très bien. Bon, je rappelle brièvement, donc les parties, on va d'abord parler dans un premier temps du contexte et des enjeux autour du chariot de picking 4.0, du chariot connecté. On abordera ensuite les bonnes pratiques, quelques retours d'expérience aussi qui sont toujours intéressants pour comparer avec les situations. Et puis, on terminera sur la partie 3 par les tendances, les évolutions du marché et ce que nos deux acteurs peuvent nous dire du marché à venir.
Du coup, je vais vous laisser commencer, messieurs. On va commencer peut-être sur les contextes et enjeux. Et évidemment, la première question pour moi, c'est qu'est-ce qu'un chariot 4.0? Si vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chariot 4.0? Un chariot 4.0, c'est un chariot connecté, c'est-à-dire qu'il va embarquer un certain nombre de technologies qui nécessitent qu'il puisse communiquer. Donc, le premier d'entre eux, évidemment, ça va être une solution comme un panel PC, mais ça peut être aussi parfois des pockets qui sont associés au chariot. Mais la plupart du temps, c'est des panels PC avec des écrans tactiles. Ça va être des solutions put to light, ou put to light en l'occurrence, put to light ou put to light. Ça va être, par exemple, des caméras. De plus en plus, on a des clients qui nous demandent de mettre des caméras qui permettent, par exemple, de filmer ou de prendre une photo à chaque dépose d'articles. Ça, c'est pour constituer une mémoire. On peut également ajouter du contrôle pondéral. Et on peut ajouter toutes sortes de technologies qui peuvent être de la RFID ou toutes sortes d'automatismes qui ont besoin d'être pilotés. Par exemple, donner accès à un moment donné à une trappe ou à un colis grâce, par exemple, à un connecteur, à une forme d'automatisme. Voilà. Donc, ça va être un chariot qui va être équipé de toutes sortes de technologies qui sont communicantes. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui justifie la mise en œuvre de toute cette technologie? Je me permettrais du coup, Christophe, peut-être de dire quelques mots là-dessus, sur la techno et puis le pourquoi d'un chariot 4.0. Si on revient un peu dans le monde de l'entrepôt, le chariot, concrètement, on le retrouve un peu partout. C'est un basique de l'entrepôt. On va le retrouver dans le rangement, on va le retrouver dans des mécaniques de réappro, on va le retrouver dans la préparation de commandes. Il est un peu un indispensable. C'est comment dire, l'une des pièces, une des fourmis de l'entrepôt permettant de déplacer, identifier la marchandise, etc. Il est un incontournable. Et lorsqu'on va commencer à raisonner 4.0, c'est parce qu'on a poussé la logistique. Donc, si on revient un peu à la genèse, on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un chariot? Qu'est-ce qui fait que le chariot contribue à la productivité? D'un point de vue logique, la performance d'un préparateur qui est en mode chariot, si on est sur l'acte de la préparation, va dépendre du nombre de prélèvements qu'il va réussir à embarquer sur le parcours qui va être le sien. Donc, plus on a de prélèvements ou de dépôts à faire sur un parcours, plus on réduit la distance interpique, parce qu'on en a beaucoup à faire sur le même parcours, plus on est efficace. Sur un même cheminement, faire 10 prélèvements ou en faire 100, on n'a pas changé notre parcours. Par contre, on a fait chuter la distance interpique et on a accru sans courir la productivité. Donc, là vient une idée d'une essence de ce qui fait l'essence et la prod sur un chariot. Par contre, ça ne fait pas tout. Car faire 100 pics nécessite de dire oui, mais lesquels? Parce que ce n'est pas simple de dire qu'est-ce qu'il faut pousser sur un chariot. Et c'est là qu'intervient le WMS, parce qu'il faut identifier quels sont les pics qu'on a intérêt de pousser un opérateur dans le cadre d'une mission qui va être prise en charge par un chariot. Et le WMS va permettre de piloter, d'organiser les flux et de construire donc dynamiquement en fait, les vagues permettant une massification des prélèvements. Sur nos plateformes, on a mis 2 modules qui sont dédiés à cet effet, le flux poussé et puis le séquenceur, qui vont construire en fait ces vagues, ces missions, en identifiant d'abord c'est quoi les commandes concernées par un mode chariot. Parce que quand on est sur de la préparation, on peut avoir de très très grosses commandes qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas adaptées à un mode chariot. Ensuite, on va aussi se poser la question de c'est quoi l'ordre préférentiel du traitement, le client preferred, l'urgence, la date de préparation, etc. On va se poser la question du zoning. Souvent, quand on est sur la préparation de petites pièces, on est sur des étagères. Donc, si on a des mezzanines, on peut avoir des étages également. Et on ne va pas souhaiter préparer tous les étages d'un coup. On va souhaiter les sectoriser. Donc, on va zoner l'acte de préparation. Et on va croiser ça avec les ressources. Mes opérateurs sont-ils habilités à préparer dans le niveau 1, dans le niveau 2? Et naturellement, quelle est la capacité de mon chariot? Et donc, dit différemment, le WMS, il va structurer cette vague. Et il est capable de constituer une vague de 100 pics, si je reprends mon exemple de 100 pics, extrêmement pertinente sur un parcours
Et la limite de l'exercice, c'est à ce moment-là le chariot. Et c'est là qu'intervient en fait le chariot 4.0, parce que cette limite peut se traduire par un chariot trop lourd, des passages d'allées plus compliqués, et donc une capacité à tourner, un grand nombre de compartiments, et donc une difficulté à identifier l'acte de dépose ou l'acte de prélèvement, et donc des risques d'erreur, et une problématique aussi après d'équilibrage de charge entre la prépa et le colisage. Enfin, le chariot 4.0, il naît de cela. Et c'est ça qui a poussé la mise en place de techno pour contribuer à la prod sans perdre dans la qualité de la préparation. Je ne dirais pas mieux. Si tu reviens juste sur le slide d'après, du coup, Christophe. Donc, alors, finalement, c'est quoi les objectifs? Tu as un peu défloré le sujet, Antoine. Ça va être effectivement, en premier lieu, de réduire les erreurs. C'est identifier plus facilement l'emplacement, notamment quand l'opérateur se retrouve avec un grand nombre d'emplacements. Ça va être contrôler la quantité. Là, on va pouvoir, par exemple, utiliser du contrôle pondéral. Ça va être aussi tout ce que permet un écran tactile pour communiquer beaucoup plus facilement avec l'opérateur. On va avoir sur un écran de cette taille-là beaucoup plus d'informations possibles et une facilité à interagir pour l'opérateur avec le système informatique. Ça va être évidemment d'augmenter la productivité. En premier lieu, parce qu'on va on va pouvoir embarquer souvent plus de commandes. On va avoir beaucoup moins de scans parce que le pendant du chariot connecté, ça va être par exemple un chariot sur lequel on colle un code barre sur un carton et on vient scanner avec un pocket chaque emplacement pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Or, un scan, c'est 2 secondes et quand on voit le nombre de lignes de commande qui sont traitées, ça finit par prendre beaucoup de temps. Et puis, on a moins de contrôle. J'ai parlé du contrôle pondéral qui va contrôler la quantité. Il y a aussi la capacité à mettre en place des caméras qui vont prendre des photos. Alors, ça ne va pas forcément contrôler sur l'instant T, encore qu'avec un traitement informatique, on peut observer quelque chose d'anormal sur un carton ou on peut comparer des images, donc se dire tiens, c'est curieux, là, ça a bougé alors que normalement, on n'attend pas de nouveaux produits dans ce carton. Donc, il y a des tas de façons qui permettent d'améliorer la qualité et la productivité. Et enfin, c'est un dernier point qui est très important, c'est qu'on va faciliter le travail de l'opérateur. On va le faciliter, on va l'enrichir, on va le rendre plus agréable. Les écrans, j'en ai déjà parlé, c'est des choses beaucoup plus pratiques et intuitives, donc ça permet de travailler dans des meilleures conditions. On va avoir en fait un opérateur qui se trouve avec un produit qui est aussi beaucoup plus valorisant pour lui. Il aura un bel outil de travail et aujourd'hui, on voit que dans un monde où c'est difficile de recruter et de conserver son personnel, arriver à leur mettre en place un outil de travail qui est performant et qui rend le travail plus agréable devient un véritable atout pour la performance des opérateurs et la capacité à les conserver au sein de l'entrepôt. Et puis dans le travail facilitant, il y a le fait d'aider à identifier. Bon là, tu as les afficheurs, donc identifier la dépôt, ça facilite en effet le travail. Tu as le côté ergonomique. Il y a le côté l'assistance à la traction lorsque le chariot est lourd. Ce que je trouve intéressant avec les différentes photos qu'on voit là de réalisation, c'est qu'il n'y a pas un chariot, mais il y a des chariots. Il y a des chariots parce que la logistique, elle est diverse. Vos produits, ils peuvent être de tailles différentes et la nature de vos commandes, elle peut être aussi distincte. Et donc, du coup, il n'y a pas une réalité, il y a des chariots. Il y a des chariots différents qui peuvent être adaptés à votre contexte logistique. Et dans les éléments de productivité qu'on met souvent en jeu, là, mais c'est plutôt côté OGO Consulting, c'est que pour gagner en efficience, on va chercher souvent à lisser les flux. C'est-à-dire qu'avoir des gros chariots qui vont faire 70 commandes lorsqu'on n'en fait que 200 par jour, eh bien, ça veut dire qu'on va acheminer le pipe de commande par paquet de 70. Donc, on se retrouve au niveau du colisage avec des gros à-coups où on a des coups de bourre, puis on ne fait rien, puis on a des coups de bourre parce que la manière avec laquelle on va acheminer les colis en zone de colisage est par shift et par bloc. Et ce n'est pas lissé. Donc là, il y a aussi des réflexions qui font que, en fonction de votre contexte logistique, de votre nature de produit, eh bien, on réfléchit par rapport à la structure des commandes à des typologies de chariots. Et le fait de voir qu'il y a une diversité, c'est justement pour mettre en avant, ce n'est pas un chariot 4.0, c'est le 4.0 qui permet des chariots adaptés à votre organisation.
Ok. Oui, d'ailleurs, on voit que le chariot est au pluriel là, dans le titre, donc je pense que ça reflète bien ce qu'Antoine vient de dire. Mais là, justement, au niveau des chariots, est-ce que finalement, aujourd'hui, on voit surtout beaucoup de goods to man, hein, on en voit un peu partout. Est-ce que finalement, le chariot a encore son intérêt face à ces solutions? Quelles sont les limites finalement du goods to man et quelle est la place du chariot 4.0 dans les entrepôts aujourd'hui? Alors effectivement, on est dans une phase de la logistique extrêmement intéressante où on voit un foisonnement de technologies qui sont développées, testées, déployées dans tous les entrepôts de France et de Navarre, et notamment une grosse ruée vers, par exemple, les goods to man et des mécanisations qui peuvent être très lourdes. Donc effectivement, la question peut se poser, mais finalement aujourd'hui, est-ce que le chariot, c'est pas une solution du passé? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, avec toutes ces technologies qu'on rajoute, est un peu le champ du signe de ce genre de technologie qui est appelé à être dépassé? Alors évidemment, notre conviction ce n'est pas celle-là. Et en particulier parce que le process chariot sera toujours utile. Dans les goods to man, en général, on met les lots B et C, là, dans la plupart des cas. Et dans un monde où la logistique se sophistique de plus en plus, la logique du chariot, c'est d'accompagner cette évolution technologique et donc de devenir de plus en plus performant. En fait, il ne fait que suivre l'évolution technologique. Et cette solution-là aura toujours sa place, à côté ou à la place, peu importe, des solutions de type goods to man. Et on voit une évolution extrêmement forte, enfin nous on le ressent d'année en année, sur la demande pour ce type de solution de plus en plus technologique. On voit même des clients qui étaient très mécanisés avec des kilomètres de convoyeurs renoncer aujourd'hui à ces solutions pour mettre en place que des solutions chariots, tout simplement parce que je pense à un client particulier. Ils ont constaté que dans des entrepôts de filiales à l'étranger, ils étaient plus productifs avec des chariots qu'avec des solutions de convoyage. Alors, il n'y a aucune règle, hein, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais ça peut l'être. Le monde de la logistique est un monde de complexité et ce qui est important, c'est de trouver la bonne solution pour chaque opérateur. Je me permets d'abonder un peu dans ce que tu dis, comment dire, Christophe. Il faut trouver la bonne solution. Moi, je résume ça. Il ne faut pas confondre la fin et le moyen. Et certes, ce sont de belles vitrines techno, mais ce n'est qu'un moyen. La fin, c'est quand même de préparer plus efficacement. Et le goods to man est une formidable opportunité. Par contre, elle s'inscrit dans un contexte logistique qui fait qu'elle peut avoir du sens ou pas. Et autant on voit de belles réalisations qui sont pleines d'intérêt et pleines de sens, autant on peut voir dans le même temps des usages et des pratiques où on se retrouve avec des rentas ou des nombres de lignes à l'heure sur des solutions goods to man où on vient chuter en dessous les 100 pics par heure, 70-80, eu égard parfois à ce qui est annoncé par les constructeurs où on devrait davantage être aux alentours des 250-300. Et c'est parce que tout simplement, ça s'adapte à un contexte logistique. Si on résume rapidement, mais ça permet de bien comprendre le fait que c'est un moyen et il y en a plein d'autres. Et l'intérêt de ce foisonnement technologique qu'on vit au niveau de la logistique, il est bien là. Il faut bien choisir le bon moyen en face de la bonne contrainte. C'est de dire que dans une solution goods to man, déjà, on est impacté par la nature du stockage. Si on est, je ne vais pas en nommer de techno, mais c'est ce qui rentre dans le bac. Une pièce qui est plus grande que le bac, eh ben, elle n'y rentre pas, donc elle ne sera pas traitée. Donc ça veut dire qu'on va d'ores et déjà, en fonction de la nature des produits, avoir des produits qui vont être dans une zone mécanisée, dans des produits qui sont dans une zone non mécanisée. Ensuite, c'est des installations qui s'estiment sur le pic, pas sur le creux. Donc, si on a des activités qui font des yo-yo très forts sur une période très courte, on s'oblige à avoir une installation qui est sizée sur ce pic. Il y a pas mal d'autres sujets. Et ça fait en fait un slot dans le dépôt. Et ça s'inscrit enfin dans des mécaniques de préparation. Donc, le sujet et la conviction qu'on a chez Citaci, c'est que ça fait partie des moyens à utiliser. Il y en a plein. Et c'est un des moyens. Et en fonction de votre contexte logistique, il y a parfois, lorsqu'on va aller loin, eh ben, il y a d'autres moyens qui ont tout autant de sens, avec des ROI tout aussi intéressants, dans lesquels s'inscrit le chariot 4.0.
Ok, Parfait. merci. Ça répond un petit peu à cette question-là sur les goods to man. Si vous avez un peu terminé sur cette partie contexte et enjeu, je vous propose de passer aux bonnes pratiques et au retour d'expérience, ce qui est souvent assez intéressant. Finalement, par rapport à ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que les chariots 4.0 apportent de nouveau par rapport à des chariots standards et par rapport à d'autres solutions? Alors, qu'est-ce qu'ils apportent, ces chariots? Ce qu'ils apportent, c'est de la précision. Alors, la précision au sens large du terme, c'est-à-dire que la technologie permet d'être beaucoup plus précis dans l'exécution du travail. Le Putula, il va permettre de contrôler de façon plus précise que la personne dépose dans le bon endroit. La contre-pondérale va permettre de savoir qu'effectivement on peut, qu'on a bien déposé la bonne quantité et dans le bon emplacement, parce qu'il peut également apporter cette solution-là. Des barrières infrarouges peuvent également compléter ce type de travail. Donc on va être beaucoup plus efficace à tout niveau, que ce soit dans le contrôle de la qualité, dans la preuve par l'image, puisque si par exemple on prend des photos à chaque dépose et qu'ensuite on a un litige avec un client, le client sera persuadé que son fournisseur n'a pas été correct avec lui, et inversement, le fournisseur va se dire ah non mais moi je suis bien sûr que je lui ai envoyé la bonne marchandise, donc ça crée toujours des tensions. Ça va apporter beaucoup plus de précisions qui sont liées à la capacité à générer une information beaucoup plus précise. Ensuite, on va rentrer dans une partie plus informatique, mais la capacité du chariot connecté à remonter des informations qui peuvent être extrêmement précises. On peut vraiment être très précis en suivant toutes les scans, toutes les déposes, les appuis sur les boutons Put2Live par exemple, ou les barrières infrarouges. Tout ça va générer énormément d'informations et le traitement de ces informations ouvre beaucoup de perspectives. Alors, on pourrait presque faire un webinaire sur ce sujet, mais on peut tout calculer. Par exemple, on peut contrôler le nombre d'arrêts démarrage. Donc, par exemple, ça peut avoir des intérêts pour la maintenance du chariot s'il est motorisé. On peut calculer les distances parcourues par jour. Ça peut permettre de réfléchir à savoir si on organise bien son entrepôt. On peut gérer la flotte en temps réel pour orienter les chariots de façon à ce qu'ils ne se gênent pas dans les allées. Et on peut redater toutes les étapes, ce qui peut déboucher sur tout un tas d'outils qui vont être utiles. Et c'est le troisième point dans le management. Le chariot connecté est un formidable outil pour améliorer le management et aider les opérateurs dans leur travail. On peut vraiment analyser de façon très fine la performance des personnes, comprendre les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. On peut avoir une personnalisation du suivi du travail des opérateurs. Quelques informaticiens chez Signature pensent qu'on pourrait aller jusqu'à rendre le travail beaucoup plus ludique dans sa façon de fonctionner. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Voilà. Si je faisais une analogie avec le monde automobile, il y a 30 ans en arrière, on avait comme seul écran le compteur de vitesse, la jauge essence et le niveau de chauffe du moteur. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont bardées de solutions, de GPS, de solutions pour écouter la musique, etc. Et tout ça est devenu extrêmement agréable. On aurait beaucoup de mal à s'en passer. C'est un peu la même chose. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le chariot suit l'évolution technologique et il permettra des évolutions très importantes dans la façon de travailler. Je ne pense pas que dans quelques années, on envisagera de revenir en arrière par rapport à ce type d'outil. Sur le sujet du traitement IT et du management, je me permets juste un petit point de focus de notre côté. En effet, l'information, la data recueillie chez Stacy sur la plateforme Ego, on l'inscrit nous sur 2 modules qui vont permettre de diffuser l'information et la dispenser dans l'entrepôt. On s'appuie entre autres sur ce qu'on appelle le dashboard et puis EgoPerf qui va gérer en fait les évolutions de productivité individuelle et collective. Sur ce domaine-là, la remontée, ce qu'elle va permettre de faire, c'est connaître des situations d'engorgement et donc de remodifier le jeu des vagues pour éviter ces situations d'engorgement. Ça peut être également l'identification d'étalons, de métriques, de c'est quoi le vrai rythme qu'on doit avoir par rapport à tel type de commande pour avoir des estimations de charges plus fiables et ces estimations de charges plus fiables permettant de mieux définir les besoins en ressources et permettant de faire
du posté, c'est-à-dire des équipes qui vont rester sur leur poste sans faire de coactivité, passer du coq à l'âne et puis perdre du temps. Donc, la remontée qu'on va en tirer, en fait, elle peut être aussi précieuse dans votre organisation du temps. Et puis enfin, sur le sujet du management, il y a environ 5 ans, chez Citation, on nous demandait énormément de sujets sur la prod individuelle et la prod collective. De plus en plus, on voit que dans l'entrepôt, eh bien, on va chercher à avoir une approche du management, je trouve, un peu différente, avec des dashboards qui sont publiés en fait dans des endroits précis de l'entrepôt. Donc, ça peut être la récep, le réapro, la prépa, où le dashboard va communiquer sur, en temps réel déjà, et de manière très rafraîchie, sur qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Donc, si on est en prépa, ça peut être le nombre de lignes qui nous reste encore à préparer, le nombre de commandes, ça peut être l'heure de prochaine levée, ça peut être le niveau d'urgence, des informations contextuelles rafraîchies régulièrement qui vont permettre d'appuyer le travail du manager sur le terrain. Et ça, on peut l'avoir dans l'ensemble des activités. La réception, naturellement, avec les prochains rendez-vous à venir, le nombre de palettes sur le quai à ranger, les produits qualifiés d'urgents qu'il faut rapidement ranger ou inscrire dans des cycles pour les cross-dockés. Enfin, il y a aussi dans ce côté-là, management, un vrai lien sur comment la data, l'information poussée à des endroits clés de l'entrepôt appuie le travail du manager pour faire en sorte que les forces vives de l'entrepôt soient mises sur le bon point de focus. Voilà. Très bien. Là, justement, je vois qu'on a 2 petites questions dans le chat sur la compatibilité avec Ego 11.5 et puis sur la compatibilité avec Ego V10. Antoine, je pense que c'est plutôt adressé à Citaci sur ces questions. Sur la compatibilité des chariots. C'est ça, oui, je pense. Oui. Bah, c'est un moyen. Le chariot est un moyen et à travers en fait les mécaniques qu'on a aussi bien dans l'interfaçage que de couplage, on se couple avec signature. On a quelques expériences qui sont traduites en effet par des déploiements. Donc il n'y a pas de contrainte aucune sur le couplage entre Ego 11.5 et qui est la dernière plateforme qu'on a sortie sur le marché et des solutions chez Signature. Ok, parfait. Je ne sais pas qui posait la question. Anaïs, c'est qui? Alors, j'ai une question de Jean-Michel Lefebvre et une question de Sandrine Sey. V11 et puis V10. Eh bien, oui, Jean-Michel et Sandrine, tout à fait, c'est possible. Et c'est des réflexions intéressantes. Après, on en reviendra et on va aborder aussi le sujet des étapes pour maturer, la mise en place de ce déploiement. Donc, si j'aborde le sujet tout de suite, on va faire un peu de teasing, mais je vais grignoter, j'anticiperai des choses qu'on va aborder après, mais il y a aussi une logique d'ordre, il y a de maturité pour déployer ce type de techno. Là, je m'adresse un peu à Jean-Michel, voilà. Bon, ça nous met l'eau à la bouche pour la suite. On verra du coup ce qu'Antoine a à nous raconter là-dessus. Au niveau justement des retours d'expérience, quels sont les facteurs de succès finalement de la mise en place des chariots connectés, des chariots 4.0 ? Alors, elle va être à 2 niveaux. Elle va être d'une part sur l'intégration informatique, on vient d'en parler, c'est-à-dire que le chariot 4.0, il offre des tas de possibilités techniques, on en a déjà longuement parlé. Et ça va dépendre de la partie informatique, d'être capable de traiter et d'analyser et d'exploiter toute cette data qui est générée, que permet un chariot de ce type. Donc la partie informatique, elle est assez importante. Je ne sais pas si Antoine, tu as des choses à rajouter par rapport à ce point-là. Je te laisse dérouler. Moi, je voudrais juste préciser, mais c'est Jean-Michel qui m'avait fait penser, je trouve que ça s'adapte bien, c'est la chronologie dans comment est-ce qu'on peut venir à cette question de mettre en place des chariots 4.0. Dans notre démarche, à quel moment ça me semble pertinent? D'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors après, sur l'autre partie, finalement, un des points importants du succès de ce genre de solution, c'est la maintenabilité de la solution. Les retours d'expérience qu'on a eus sur les premiers clients il y a une dizaine d'années, à une époque où on n'était pas aussi intégré qu'on l'est aujourd'hui.
c'est que ça s'est révélé assez compliqué de faire travailler des gens qui faisaient la partie informatique, d'autres qui faisaient la partie moteur, d'autres composants qui étaient ajoutés. Et finalement, ce genre de solution, ça intègre de la technologie, donc ça implique une maintenance plus complexe. Et il faut donc impérativement que le fabricant, et c'est la stratégie qu'a suivi Signature, ait une maîtrise technique complète de son produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Signature, on fait nos propres blocs énergie, on fait nos propres solutions de motorisation, nos solutions pick-to-light, notre contrôle pondéral. On a développé les solutions pour piloter les caméras. À chaque fois qu'on développe une technologie, on cherche à en avoir la maîtrise complète. Parce que sur le papier, ça va fonctionner, mais dans les faits, on se rend compte que, notamment quand la flotte devient importante, que ça devient compliqué d'assurer une bonne maintenabilité. Il faut vraiment avoir une maintenabilité, une maîtrise technique qui est la plus complète possible. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau informatique qu'au niveau du soft. C'est vraiment une dimension primordiale. Et aujourd'hui, c'est la stratégie que suit Signature. À ma connaissance, j'ai qu'un seul autre acteur du marché qui a une démarche très différente de Signature, mais qui, elle aussi, a totalement rentré dans cette logique d'intégration. Et il est souhaitable que les acteurs qui voudront se mettre sur ce marché-là aient une logique équivalente, parce que le pire, c'est les gens qui intègrent toutes sortes de choses à droite et à gauche. Et c'est souvent ça qui amène sur la durée à un succès qui peut être pas total ou très mitigé quand on déploie ce genre de solution. Je pense qu'il y a un lien, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un, mais des chariots. Et il y a toujours une dimension de comment on adapte en effet le chariot à la nature des produits, à la structure des commandes, au rythme, au nombre de commandes par jour, au lieu, aux tailles d'allées. Il y a un lien pour tout ça. Donc, ça fait des solutions toujours un peu aménagées, affinées en fonction d'un contexte. Ce que je voulais juste dire, moi, sur ce côté facteur clé de succès dans la démarche, ça fait un peu tarte à la crème, mais ça vaut le coup quand même d'être précisé. C'est que pour arriver sur le sujet du chariot 4.0, c'est qu'on a déjà une certaine maturité logistique et une certaine digitalisation de vos pratiques logistiques. Moi, je vois parfois des cas clients, ça me surprend d'ailleurs toujours, on a commencé parfois à mécaniser avant de digitaliser les flux. Donc, on met de la méca pour optimiser ou pour travailler les ramasses, mais on n'a pas travaillé la ramasse. On optimise le pic, mais on ne travaille pas la ramasse. Ou on met en place des chaînes automatisées, mais qui sont alimentées par un système encore un peu basique. Donc, ce qui me semble sain à rappeler, c'est que la première brique, par façon un peu pyramide de Maslow, reste quand même d'avoir commencé à digitaliser vos flux pour les synchroniser. Synchroniser réception avec le Réapro, Réapro avec prépa, prépa avec le chargement. Et ceci, en le synchronisant, va vous permettre de gérer tous les arrêts de ligne ou les ruptures de charge. Un Réapro qui a mal été anticipé, c'est de la prépa qui va poireauter, qu'importe la techno sur laquelle on va préparer. Donc, la synchronisation de ces activités est une des clés. Et là aussi, pour digitaliser les flux, si on regarde la ramasse ne veut pas dire grand-chose. La qualité et une ramasse bien faite veut dire quelque chose. Mais ça veut dire qu'on a pris en compte des exigences, des cas métiers qui couvrent à la fois, qui vont croiser les exigences de vos clients, votre contexte logistique, la taille des commandes, la structure des produits, la nature des chariots, leur nombre de compartiments qui dynamiquement va vous pousser la ramasse la plus adaptée dans votre contexte à vous. Et pour faire ça, pour synchroniser et organiser des ramasses, il faut avoir digitalisé vos flux. C'est la brique de base. Et à partir de là peut venir l'idée d'automatiser ou de mécaniser ou naturellement de mettre en place un chariot 4.0 qui va permettre de faire le cran d'après et d'embarquer des vagues encore plus conséquentes, encore plus importantes, permettant avec un confort de travail important d'accroître la productivité sans courir. Voilà. Donc, je trouve que le fait d'y aller par étapes et pour autant dans ce contexte un peu logistique où ça va dans plein de directions différentes avec énormément de techno et de solutions matérielles qui sortent du bois, l'idée de rappeler que
un moment, ce sont des moyens qui sont synchronisés par un flux qui est piloté, porté sur votre dépôt logistique. Et ça vaut le coup de l'avoir bien en tête. C'est cette première brique unitaire qui permet que le reste soit possible. Et une fois que c'est en effet que ce reste est possible, après on choisit les îlots qu'on veut optimiser, mécaniser. Ok, Christophe, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur ce point. Non, c'est parfait. C'est bon. Et finalement, on vient de parler de ces facteurs clés de succès, mais quel ROI on peut attendre de ce genre de solution? Ah, alors ça, c'est une question extrêmement difficile. C'est très difficile de répondre à ce type de questions parce qu'en fait, ça sera une surprise pour personne, mais chaque cas est particulier. Euh, on voit des cas où des clients qui ont exactement le même métier et qui traitent les mêmes problématiques, on arrive à déployer des solutions qui sont complètement différentes. Donc, c'est très difficile d'établir une règle générale. Néanmoins, on peut quand même considérer aujourd'hui que faire une espèce de raisonnement inversé et se dire aujourd'hui un opérateur c'est à minima 35 000 euros, voire facilement 40 000 ou même plus dès qu'on compte les coûts annexes. Donc c'est un coût assez important. Si on arrivait à un coût d'investissement d'un chariot de 8 000 euros, ce qui est à peu près un prix moyen pour des solutions un peu techniques, il suffit de baisser ses coûts logistiques de 10% pour l'amortir en 2 ans. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on observe. On se rend compte que l'amortissement est assez rapide et la plupart de nos clients arrivent à amortir les solutions entre 1 et 3 ans. Et souvent sur 1 an ou 2. Donc, on est sur des solutions qui sont assez performantes. Alors, évidemment, je prends en compte tous les aspects qu'on a déjà vus, c'est-à-dire les gains de productivité parce que les personnes marchent moins, parce qu'ils mettent moins de temps à déposer les articles et à identifier les emplacements et à déposer les articles. Je prends tout en compte et également la qualité, parce que la non-qualité peut coûter très cher à une entreprise. Donc voilà, quand on prend tous ces facteurs, en général, c'est des solutions qui sont très vite rentables. Ok, vous avez, je ne sais pas si Antoine veut intervenir là-dessus ou si Christophe, il y a peut-être des exemples qui peuvent être donnés, non, d'entreprises qui ont mis en place ces solutions? Oui, alors là, par exemple, on est sur l'exemple d'un client. J'ai choisi ce client-là parce qu'on avait fait une vidéo chez eux qui est en ligne. Donc, les personnes qui nous écoutent auront tout loisir d'aller sur notre chaîne YouTube et de voir notamment la façon dont on a traité les flux de ce client. Et chez ce client, on a mis en place 3 types de chariots, on en voit 2 à l'écran, qui ont été à chaque fois spécialement adaptés au flux logistique. Donc, c'est des chariots avec une ergonomie assez travaillée, mais finalement relativement simple, puisqu'ils embarquent simplement un panel PC et du put to light. On en a envisagé des chariots encore plus techniques, notamment avec du contrôle pondéral, parce qu'on pense qu'on pourrait encore améliorer la qualité chez ce client. Donc, on verra la suite. Là, il y a pas mal d'évolutions. Ce client va doubler de volume dans les années qui viennent. Donc, il est très possible qu'on augmente la performance de ces solutions-là. Autrement, j'ai pris un autre exemple, alors qui est dans une entreprise industrielle qui a un pôle logistique où ils doivent préparer soit des kits pour la production, soit un certain nombre de composants qui doivent être ensuite livrés chez des clients. Et ce chariot-là est un peu plus technique. Il embarque évidemment du put to light, mais un put to light assez basique parce que c'est des bandes LED. On peut voir à l'écran à gauche qu'on peut déterminer un emplacement, c'est-à-dire que l'outil informatique détermine le type de contenant, il y a un précolisage, et on allume la largeur des LED qui sont proportionnelles à la largeur du contenant qui va être déposé par l'opérateur. Ensuite, on a du contrôle pondéral. On peut constater, je vais faire passer ma souris dessus, tac, 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 voilà, que ces plateaux sont des plateaux qui intègrent du pesage. Et enfin, c'est un peu plus difficile à visualiser, mais on a une caméra et il y a à chaque fois que l'on a une dépose dans un colis, on a une photo qui est prise par le système informatique. Voilà. Donc là, on est vraiment sur 2 exemples typiques de l'utilisation de chariots connectés. Si tu reviens juste en arrière sur 2 slides, Christophe, là on était sur le ROI. Oui. Ah, vas-y.
Hop. Encore. Voilà. Non, c'est celui-là. Ok. Je me permets juste parce que tu as mentionné en effet des mécaniques de calcul du ROI. Si on regarde sur les 10 dernières années et qu'on fait un rapide tracé, il y a eu un changement, je trouve, complet. Donc là, je prendrais plutôt une casquette au géoconsulting, un changement complet de paradigme dans le choix des outils. Il y a 10 ans, ça faisait mal d'investir dans un chariot qui était certes peut-être basique, mais il fallait investir le moins possible. Et puis dès qu'on investissait, on cherchait à réduire les coûts de 300, 400 euros, et ça semblait encore parfois important, tant bien même ça contribuait à la productivité. Avec l'émergence, comment dire, de techno et des solutions de Goodsman ayant de plus en plus le vent en poupe, le côté vitrine technologique est passé sur le devant de la scène et ça a posé de problème du coup à personne d'investir lourdement sur un moyen sans voir globalement ou sans percevoir parfois malheureusement les incidences que ça avait sur la prod. Je trouve que avec ce qui est en train de se passer et avec la diversité des solutions, on commence un peu plus à raison garder et à mettre au regard de l'investissement que peuvent représenter ces solutions, eh bien, des ROI fins. Et donc de bien choisir la bonne solution en fonction de votre bon contexte logistique. Et ce que je trouve par contre intéressant, c'est que dans les mentalités, progressivement, chemin faisant, parce qu'on accepte d'investir dans un AutoStore, un Exotech, un Scalog, etc., eh bien, ça peut commencer aussi à rentrer dans les us et coutumes d'investir dans un outil comment dire, qui va embarquer de la solution, même s'il n'est pas en Goodsman, parce qu'il peut être lui-même contributeur de techno et vitrine technologique dans votre entrepôt. Voilà. Ok. Ça... Oui, Christophe. Non, je disais, ça complétait ce que vient de dire Antoine, tout ce qu'on a dit précédemment, notamment dans la première partie, sur toute cette évolution technologique que l'on voit dans le monde de la logistique et sur ces chariots 4.0 qui suivent cette évolution technologique et qui exploitent au mieux ce que des technologies comme celles qu'on a citées jusqu'à présent peuvent apporter aux logisticiens. Ok. Justement, je vous propose… Oui, Antoine? Oui, et puis en termes de 10%, tu ne mettais pas en exemple, mais prenez un dépôt qui fait, comment dire, 15-20 000 mètres carrés, même avec des ramasses bien étudiées. Un moment, sur un chariot, on est limité par la qualité et le contenu de notre ramasse. Et pouvoir accroître à la fois la capacité de la ramasse par un chariot tracté, mais également l'assistance à la dépose par une mécanique d'afficheur et la qualité du prélèvement pour limiter le contrôle en fin de préparation. Si vous cumulez tous ces sujets et que vous raccrochez ça avec l'idée de gagner 10% d'efficience sur l'acte de prélèvement, il y a des choses qui peuvent, prendre naissance et faire tilt en disant, tiens, il y a peut-être des sujets importants, sans bousculer votre infrastructure de stockage, intéressants à jouer. Ok. Je vous propose d'enchaîner finalement sur la partie 3, la dernière partie. Donc justement, Antoine en parlait aussi de ce qu'on va trouver, enfin Antoine et Christophe en parlaient de ce qu'on va trouver demain. Finalement, si on entame un peu ce chapitre sur les tendances et les évolutions futures, déjà la question qui se pose, c'est le chariot, est-ce qu'on le choisit plutôt standard ou est-ce qu'on le fait réaliser sur mesure ? Alors, Signature développe en général des solutions sur mesure, même si on commence à développer qu'on commence à développer des gammes plus standardisées. Mais en fait, dans la plupart des cas, on va développer des chariots qui sont conçus sur mesure. Alors pourquoi ? La plupart des gens vont se dire, oh là là, sur mesure, c'est beaucoup plus cher. C'est pas vraiment le cas en fait. C'est pas vraiment le cas parce que finalement, l'essentiel des composants qui sont montés sur le chariot, que ce soit le put-to-light, le contrôle pondéral, que ce soit les caméras, les panels PC, jusqu'à 80% du prix final finalement correspondent à des produits standards. Et ce n'est finalement que la partie mécanique, la carcasse qui est développée à façon.
Donc du coup, ça ne coûte pas si cher que ça. Ce qui va coûter cher, c'est souvent en avant-vente, le temps d'échanger avec le client. Voilà. Quand on ouvre les vannes, ça peut partir très loin avec des allers-retours. Donc ça peut entraîner un certain temps à ce moment-là. Mais je dirais que dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un enjeu économique. D'autant plus que les chariots sont fabriqués à la demande. C'est-à-dire, je ne connais aucun fabricant qui va produire une série de 100 chariots avec du put to light et du contrôle pondéral, les stocker, et puis à un moment donné, ils sont en stock et ils les vendent au fur et à mesure. Ça ne se passe pas comme ça. La plupart du temps, les quantités demandées, la largeur des gammes font qu'on va produire pratiquement à la demande et en petite série. Donc du coup, l'intérêt économique est assez relatif. Et en tout cas, si sur coup il est intéressant dans le sens où ça peut permettre d'avoir des outils beaucoup plus adaptés au travail et que du coup, la productivité, la performance, le confort des opérateurs sera beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part quelques modèles finalement assez basiques qu'on retrouve et qui sont parfaitement adaptés à tout un tas de cas de figure, la plupart du temps, on va quand même développer des solutions qui sont aménagées par rapport aux attentes du client. Voilà. Après, on peut rajouter une dernière chose, c'est que quand on commence à faire des chariots sur mesure, ça veut dire qu'il faut que derrière l'IT suive. Potentiellement, on peut développer des dizaines ou des centaines de chariots différents. Il faut évidemment que les outils informatiques en amont, mais aussi en aval, c'est-à-dire je parle du WCS qui est sur le chariot, soit capable de s'adapter à toutes les configurations et à tous les équipements possibles. Donc ça demande une autre infrastructure au niveau informatique. Mais bon, je pense que ça serait la conclusion, mais comme on dit, le jeu en vaut très largement la chandelle. Nous, côté Citasi, Christophe, on estime aussi que le fait d'adapter le chariot, parce que c'est un moyen à la largeur de vos allées, parce que c'est aussi tout l'intérêt d'un chariot, c'est de s'inscrire sans refonte complète de l'infrastructure de stockage, donc à la largeur de vos allées, à la taille de vos produits, définir des compartiments adaptés à la structure de vos commandes et embarquer un maximum de commandes pour pouvoir tourner dans les allées et d'affiner ce travail de ce chariot dans votre contexte logistique, parce que c'est ce moyen-là dont on parle, qui va contribuer, lui, à une productivité, nécessite qu'on l'affine, on le personnalise et du coup, on joue plus la carte du sur-mesure parce que votre contexte logistique n'est pas celui du voisin, même si vous avez des métiers proches. C'est ça. C'est ça. C'est très difficile de tout standardiser. Donc voilà. Et là, cette évolution finalement vers des solutions sur mesure, assez personnalisées, est-ce que le marché suit cette même évolution finalement ? Alors oui, le marché il suit totalement cette évolution. On en a parlé en début de session. Le marché de l'intralogistique connaît une espèce de foisonnement technique. Il y a beaucoup d'essais, d'idées très différentes. On peut tomber sur des clients qui font le même métier, qui ont des demandes complètement différentes. Voilà, donc le marché expérimente depuis une dizaine d'années toutes sortes de solutions. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'apprentissage est très rapide, que les personnes qui sont passées d'un simple chariot avec une scannette où on scanne le carton, etc., et qui ont été ensuite travailler dans une entreprise où on a des chariots de picking ou qui ont mis ça en place lorsqu'ils vont eux-mêmes bouger ailleurs, lorsqu'ils font visiter à d'autres partenaires, on se rend compte que l'expérience se diffuse très rapidement et que du coup, et c'est la conclusion, on constate une très forte croissance pour ce type de solution. C'est un métier à part entière, le chariot connecté. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, on va peut-être produire entre 150 et 200 chariots cette année chez Signature. Je pense qu'un jour, très rapidement, on fera ça par mois et peut-être un jour par semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce marché est appelé à se développer très fortement. Nous, de notre côté, on perçoit un peu le même sujet. On fait environ 28 déploiements de plateformes sur de nouveaux clients, sans parler d'évolution de version par an. Et on a aujourd'hui 3 clients sur 5 qui embarquent dans leurs projets des projets intégrant des solutions intralogistiques. Ouais, c'est typique. C'est typique.
Ok, donc si on revient un petit peu en arrière là, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notamment sur l'ultramécanisation et les goods to man, on peut dire finalement que le goods to man clairement ne répond pas à tout et que les chariots vont venir compléter, voire être une alternative finalement à tout ça, et le marché va aussi se tourner vers ce genre de solutions plus légères. Toutes les solutions de goods to man sont, je trouve, de jolies réalisations, de formidables moyens, mais adaptés à un contexte logistique. Et nécessitent d'être vues à la lueur de ce contexte logistique. Et c'est comme dans tout, le sujet est complexe et ça nécessite de mettre un petit peu de gris, voilà, un petit peu de subtilité. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, et si maintenant on se projette à demain, après-demain, quelles sont finalement les évolutions pour vous futures autour du chariot connecté? Alors, elles vont être multiples. Signature, travail, on a des images de synthèse de ce que des sujets sur lesquels on travaille. Mais je pense que la robotisation arrivera. On sait que, par exemple, un opérateur, entre le moment où il démarre de son du point et où il arrive au premier point de prélèvement, et puis une fois qu'il a terminé, quand il doit revenir, on sait que ça peut représenter jusqu'à 30% du temps de déplacement. La robotisation va être un outil qui est aujourd'hui cher, on est d'accord, mais ça va très rapidement se démocratiser à tout niveau parce que les composants vont coûter de moins en moins cher, notamment parce qu'on en met de plus en plus dans le monde automobile, donc les prix chutent très vite. Donc on arrivera, à mon avis, dans quelques années, à une robotisation des chariots qui ne sera pas forcément très onéreuse et qui permettra de travailler avec l'opérateur de façon beaucoup plus confortable, avec des solutions follow me ou une capacité du chariot, comme je le disais, à rejoindre un opérateur ou à revenir à son point de départ pour être vidé. Donc ça, c'est clairement une évolution qui sera l'aboutissement du chariot connecté. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est qu'on a parlé de plein de technologies aujourd'hui. On a parlé de vidéo, on a parlé de contrôle pondéral, de put to light. La capacité à mixer ces technologies est encore très loin d'être totalement utilisée de façon la plus optimale. Et on va continuer à travailler sur tous ces mixages de technologies pour arriver à être de plus en plus performants. Ça, c'est également un point qui est important. Et enfin, mais on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, les outils informatiques avec toutes les datas que peuvent remonter un chariot connecté vont permettre de développer des outils, notamment au niveau du management, qui seront de plus en plus performants et innovants. Et là, on rentre dans le domaine de l'informatique. Je pense qu'Antoine aura forcément un petit commentaire. Voilà. Sur le mixage des technologies, je ne savais pas que tu allais aborder ce point-là, mais c'est quelque chose qui, en effet, sera, je pense, une évolution forte des tendances. De même qu'il ne faut pas opposer goods to man, chariot manuel. Et c'est des solutions qui peuvent se compléter. Même les technologies peuvent s'interpénétrer. Là, tu prends l'exemple de robots qui supportent des chariots qui vont aider dans l'acte de prélèvement ou qui vont aider dans le roulant pour éviter du déplacement poste à poste et laisser les équipes poster. On peut avoir exactement le même mixte. On en parlait il y a quelques temps, je crois, avec Christophe, de solutions goods to man qui ne vont pas acheminer la marchandise sur des postes de colisage, mais sur des meubles d'éclatement et de tri. Ouais. On couple là du goods to man avec des meubles de tri pour accroître la qualité des ramasses et mieux justifier de l'usage de la solution. Donc, il y a aussi l'idée comme quoi ces technos, elles sont en train de trouver leur maturité et elles vont être amenées à se mixer pour trouver toute la souplesse nécessaire par la palette des contextes logistiques qui se présentent à vous. Et côté, IT et WMS, nous, de plus en plus, nous avons dans nos solutions de réflexion et d'usage sur l'outil et comment le WMS peut assurer son rôle d'ERP de la logistique et d'embarquer l'ensemble des contraintes, les éclater par zone, synchroniser les flux et transmettre de manière ad hoc les éléments à donc les flux, les missions à des solutions automatisées, que ce soit dans votre cas avec signature sur des chariots ou sur d'autres. Donc, ce rôle un peu cœur, chef d'orchestre de l'ERP, et plus particulièrement maintenant, si on regarde le sujet
comment dire, des chariots, l'organisation très dynamique des ramasses. On a phosphoré, on va sortir cela, je pense, pour fin d'année, une espèce de séquenceur intelligent. Je ne veux pas faire de teasing ou comment dire, un peu avancé sur le sujet, mais qui va orchestrer de manière très ad hoc, en fait, les contraintes permettant de construire la vague de manière la plus adaptée possible pour encore raccourcir comment dire, les prélèvements et optimiser les possibles sur des solutions chariot. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, et l'un et l'autre. On a déjà un petit peu dépassé le temps, mais bon, ça, c'est pas très grave. Si vous avez des choses à rajouter ou si vous, après, vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. On peut encore discuter quelques minutes sur ce sujet. On pourrait même, je pense, en parler pendant des heures. Mais là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on est encore là pendant quelques minutes, ou après, comme l'ont dit Antoine et Christophe, hein, via des échanges directs avec l'un et l'autre. Je pense que dans le cas de vos contextes métiers à vous propres, c'est pas toujours simple sur un webinaire de les exposer, on est nombreux. Christophe et moi, on a malheureusement des emplois du temps assez chargés. C'était pas simple, entre autres, pour se trouver un créneau tous les deux là-dessus, au vu de ce mois de juin, où on a l'impression que dans la techno, la vie s'arrête fin juin. Donc, on a des agendas qui sont pas simples. Néanmoins, je redis ce que je disais au départ, je vous encourage à soit nous solliciter sur LinkedIn ou directement sur nos sites respectifs, où là, de côté citation, on a vraiment le rendez-vous conseil qui est fait pour ça, pour analyser plus en détail votre contexte logistique propre et creuser avec vous l'identification des solutions, aussi bien plateforme WMS avec Ego d'un côté, conseil avec OGE, et solutions d'automatisation ou de mécanisation ou chariot adaptés à votre contexte. Dans le chat d'ailleurs, Aurélie pour la partie Citaci et moi-même pour la partie Signature One, en tout début de chat, on a envoyé les liens. Donc si vous voulez cliquer directement dessus, c'est tout à fait possible. Parfait. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si j'ai un petit point dans le chat. Eh ben, merci. Donc Jean-Michel Lefebvre qui nous dit merci. Merci à vous tous. Hein. Merci Antoine, merci Christophe pour cette animation. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et voilà. Merci à tous. Voilà. Je vois que tout le monde remercie dans le chat. Merci à tous pour votre écoute.